Europe 1 matin. 8h45 sur Europe 1, le club de la presse avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Lionel. Et Mathieu Souquier, consultant expert et associé à la Fondation Jean Jaurès. Alors il y a tout juste un an, madame, monsieur, Emmanuel Macron rempilé pour un deuxième mandat à l'issue d'un second tour qui le voyait à nouveau battre Marine Le Pen. C'est l'instant archive du club de la presse d'Europe 1. Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. J'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Emmanuel Macron le 24 avril 2022. Ça semble très loin. Charlotte Dornelas. Oui, pour lui, ça doit être très long, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais là, on entend en fait dans sa phrase une lucidité quand même sur l'élection qui vient d'avoir lieu. Le fait qu'il y a évidemment une partie des électeurs qui ont choisi Emmanuel Macron, on va être honnête quand même, mais une grosse partie des gens qui ont rejeté Marine Le Pen. Le problème, c'est que c'était déjà le cas 5 ans plus tôt. Donc forcément, ça fragilise votre assise politique quand c'est à répétition, surtout que précédemment, les gens connaissaient assez peu Emmanuel Macron, si ce n'est dans ses fonctions, notamment de ministre de l'économie. Donc il arrive avec un capital politique qui est composite, on va dire un soutien qui est composite. Et il se trouve qu'il commence par la réforme des retraites, il explique pourquoi, parce que c'est toujours très compliqué, donc il faut le faire vite. Et là, on arrive au bout d'un an, en effet, et il a entamé une campagne électorale pour on ne sait quelle élection, puisqu'il n'y en a pas. Et il a un avis qui est pas très, pas très détaillé sur à peu près tous les sujets, comme s'il espérait un jour se présenter à l'élection présidentielle d'ici quelques années, une fois qu'il aura bien travaillé ces sujets. C'est assez étonnant. En attendant, Mathieu Souquier, le président de la République ne peut plus faire un pas dehors sans se faire insulter et sous le bruit des casseroles. Ce niveau de défiance-là, en fait, ses prédécesseurs l'ont connu. C'est pas vraiment une nouveauté, et y compris le fait d'être chahuté quand on se balade sur le terrain. François Hollande, Nicolas Sarkozy, on a revu quelques images ces derniers jours avec des propos extrêmement violents auxquels lui-même d'ailleurs pouvait participer. Et je me souviens de Jacques Chirac qui, en son temps, se promenant à Mantes-la-Jolie, se faisait cracher dessus alors qu'il était président de la République. C'est vrai. Donc tout ça n'est pas nouveau. Ce qui me semble nouveau, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Charlotte Dornelas, c'est que Emmanuel Macron n'est pas au pouvoir depuis 1 an, il est au pouvoir depuis 6 ans. Il a donc en réalité la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs. Et il a la longévité sans avoir la confiance. Et donc la longévité plus la défiance, c'est effectivement relativement dangereux. Et puis la deuxième dimension, me semble-t-il, c'est la défiance adossée à une forme de détestation. Et ça, je pense que le niveau de détestation qu'on a atteint dans l'opinion, pour le coup, c'est une singularité qui est une réponse à l'ultra-verticalité du pouvoir. Son prédécesseur, François Hollande, était dans une vraie horizontalité. L'horizontalité, quand ça marche, ça donne un président qui, aux yeux des Français, est plutôt sympa. Et quand ça ne marche plus, c'est un président qui est nul, qu'on méprise. Et Emmanuel Macron, précisément, au mépris, il a remplacé la haine, il a remplacé la détestation. Alors on l'a vu la semaine dernière repartir sur le terrain à hauteur de gifle, comme on dit. Et ce matin, il répond donc à un panel de 11 lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, avec un premier mea culpa sur la réforme des retraites. Il confesse qu'il aurait dû plus se mouiller dans cette affaire. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ça aurait changé quoi, Charlotte Dornelas? Mais c'est surtout que sa réponse, elle est un peu bancale, quoi. Parce que dans son interview, il nous explique, j'aurais dû plus, enfin, ça aurait été bien si j'avais pu le faire un peu plus, mais en même temps, ce sont les institutions qui sont comme ça. Donc moi, j'ai donné le cap, et puis après, c'est le gouvernement et l'Assemblée qui bossent, mais on sait qu'il intervient sur le 49.3, enfin, qu'il donne son aval à la Première ministre. Donc en fait, il est quand même présent. Et puis, il parle un peu, mais pas beaucoup. Et le problème, et d'ailleurs, dans la continuité de ce que vous disiez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que depuis le début, il a théorisé le fait d'avoir des ministres assez peu connus, beaucoup plus techniciens que politiques, vraiment. Donc tout repose sur lui. Donc cette détestation est aussi nourrie par le fait que vous prenez la chose par le côté que vous voulez, vous arrivez toujours finalement à Emmanuel Macron lui-même, et au moment où on lui pose la question directement, il dit oui, j'aurais peut-être dû faire mieux, mais en même temps, la question, c'est pas qui parlait, parce qu'il est toujours un peu dans ce délire de c'est un manque de pédagogie, je l'aurais peut-être mieux fait que les autres. Oui, mais peut-il seulement accepter que des gens ne soient pas d'accord avec lui, en fait? Est-ce que c'est possible? Le fait est qu'à chaque fois qu'il a un peu pris la parole sur le dossier des retraites, derrière, ça a été l'hystérie, Mathieu Souquier. Donc s'il avait été en première ligne, peut-être que ça aurait été encore pire, d'une certaine façon. Et je dirais, là encore, cette fois-ci, il est dans la continuité de ses précédents propos. Alors qu'il y a une situation de blocage et un niveau de rejet inédit dans l'opinion, une partie des Français aurait attendu un message effectivement d'apaisement et d'humilité en mode
je vous ai compris ou je vous ai un peu compris. Or, précisément, Emmanuel Macron semble s'entêter dans un vous ne m'avez pas compris. Et il redit ça, en fait, dans son interview aux Parisiens ce matin. Ouais. Et le résultat, c'est ça, en fait. Il voulait réaffirmer son ADN réformateur avec cette réforme des retraites. Or, l'opinion, en fait, le considère aujourd'hui comme le principal fauteur de troubles, le responsable de la situation de blocage. Il est donc dans une forme d'impasse politique. Ça, c'est une réalité. C'est ce qu'a dit Frédéric Dabi il y a quelques instants au micro de Sonia Mabrouk. Frédéric Dabi qui disait que finalement, dans cette affaire des retraites, les Français n'ont pas purgé cette histoire, Charlotte Dornelas. Ils sont encore campés. Alors, quand je dis les Français, une majorité des Français aux alentours de 70% sont encore campés sur cette histoire et dans cette opposition systématique à la réforme des retraites. Bah oui, puisque déjà dans les débats politiques, le temps passe moins vite dans des vies réelles que dans le monde médiatique. On connaît par cœur et on passe d'un sujet à l'autre beaucoup plus rapidement que dans la vie. Donc on a l'impression que c'est très étonnant que les gens soient passés à autre chose. C'était il y a 3 jours en fait. Donc c'est normal que ce soit encore un sujet de discussion. C'est d'autant plus normal que c'est une réforme qui a duré dans le temps, notamment dans la contestation, qui s'est organisée, qui a été elle-même une contestation extrêmement composite. C'est-à-dire qu'il y avait les gens habituellement dans l'opposition, mais qui ont agrégé énormément de Français qui manifestaient pour la première fois. On a suffisamment insisté sur le fait des manifestations de sous-préfecture, retrouvant là le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est pas très nouveau, hein. On sait que ces gens-là peinent aujourd'hui, à se faire entendre. Alors là, les casseroles, c'est pareil, hein. Au moment où tout le monde a enfilé un gilet jaune, on s'est dit c'est le meilleur moyen de se faire voir sur le bord d'une route, vous mettez un gilet jaune précisément pour qu'on vous voit. Et maintenant, on va se la faire casserole, oui, c'est le moyen que vous avez, c'est finalement le moyen de se faire entendre pour les armes qui décidément ne sont pas entendues. Donc c'est normal que les gens ne soient pas passés à autre chose. Et j'ajouterais à ça que quand vous lisez l'interview d'Emmanuel Macron et depuis quelques jours, toutes les interventions qu'il prend, vous voulez vous accrocher à quoi d'autre? Il ne donne rien de précis, il donne un avis un peu général sur plein de sujets. Oui, forcément, il faut parler de l'immigration, il faut parler du travail. Il a cette réponse quand même complètement dingue. Il répond à un lecteur du Parisien, il lui dit « Ah oui, bonne idée sur la question des charges qui pèsent. » Donc le lecteur, en l'occurrence, est auto-entrepreneur. Et il lui dit, les charges sur le travail, c'est pas possible pour la première embauche, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Et Emmanuel Macron lui répond, je vais réfléchir, bonne idée, je reviens vers vous. Mais pardon? C'est-à-dire que les charges sur le travail, c'est quand même, j'espère, quelque chose auquel Emmanuel Macron a déjà pensé. Ça doit être sur la table, effectivement. Donc c'est difficile de s'accrocher à autre chose qu'à la réforme des retraites quand c'est aussi vague sur le reste. Mathieu Souquier, comment avez-vous perçu le soutien du bout des lèvres, finalement, à sa première ministre, Elisabeth Borne, dans cette interview? Ça tient en une demi-phrase, hein. Dites-moi si je me trompe. Il est rare qu'une séquence comme celle-ci, en fait, ne se traduise pas par des tensions au sein du couple exécutif. Là, pour le coup, ça tangue et ça tangue fort. La réforme, en réalité, la réforme des retraites, elle est liée à une forme de triple peine. Il y a effectivement, du côté de l'opinion, la conviction qu'elle était d'abord synonyme de régression sociale. La deuxième dimension, c'est qu'elle s'est apparentée à une forme de recul démocratique, avec le passage en force, l'usage du 49.3. Et la troisième dimension, la résultante de ça précisément, c'est que aujourd'hui les Français considèrent que s'il y a une chienlit, s'il y a une crise, s'il y a un blocage, c'est précisément le président de la République qui en est le responsable, le principal responsable. La situation de blocage, encore une fois, elle tient à ça, et précisément face à une situation de crise dont personne ne conteste qu'elle existe. Alors, crise démocratique disent certains, crise de régime disent d'autres. Le président de la République lui-même consent qu'il y a une crise sociale. C'est lui qui en a parlé. S'il y a une crise dans le pays, il est normal qu'on attende de l'exécutif une initiative. Or, ces 3 prises de parole récentes, précisément, ne se sont traduites par aucune prise d'initiative. Aucune. Il reste 4 ans, mine de rien. 4 ans, c'est long, c'est à la fois court et long. Sur les chantiers qu'il annonce, alors vous disiez, Charlotte Dornelas, que tout ça est un peu vaporeux. N'empêche qu'il va y avoir quand même la loi sur l'immigration, il va y avoir d'autres textes qui vont venir à l'Assemblée nationale. Va se reposer l'éternel problème de ce quinquennat, c'est-à-dire celle de la majorité relative. Et donc de nouvelles discussions, négociations, tractations avec les LR, disons les choses directement. C'est peut-être d'ailleurs le soutien le plus fragile qu'il a apporté à son Premier ministre, c'est-à-dire de dire Elisabeth Borne va se charger de me trouver des majorités. Il l'avait déjà dit, hein, je lui demande d'élargir la majorité. Oui, on a vu avec quel résultat. Le contrat va être difficile à remplir quand même, initialement. Et en effet, sur tous ces sujets-là, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est présenté en 2017, cette fois-ci, en disant écoutez, les clivages, ça suffit. Donc les clivages politiques, ça suffit. Moi, je vais devenir le réformateur dont ce pays a besoin. Et donc, je serai situé sur le terrain de l'efficacité. Et donc, plus personne peut être en désaccord avec moi, puisque ça va simplement être efficace. Et puis, Emmanuel Macron se rend compte, année après année, que quand on prend une décision, fût-elle efficace dans
un prisme idéologique, forcément, les gens, c'est pas un reproche de ma part. Simplement, il a un cadre idéologique dans lequel il va réformer, et il y a des gens qui sont en désaccord. Se posera la question, évidemment, sur tous les autres sujets, de la même manière que sur la réforme des retraites. Donc, en effet, il n'a pas la majorité, mais il reste sur, et là, même sur l'immigration, qui est un des sujets peut-être les plus clivants, on va dire, dans le débat politique français aujourd'hui. Pas forcément d'ailleurs du côté des Français, mais en tout cas dans le débat politique, c'est sûr. Et là, Emmanuel Macron, il redit la même chose. Il y a des choses à changer, c'est absolument évident. Il essaye même pas de convaincre la manière dont il perçoit ce sujet-là. Il dit, il y a des choses à changer, je vais les changer, on va trouver une majorité. J'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que ça. Mathieu Souquier, vous pensez que ces 4 ans qui viennent vont être productifs, constructifs, ou alors c'est mort? Il y avait une promesse originelle du macronisme qui était celle du dépassement. Je vais gouverner non pas sans la gauche et sans la droite, mais avec la gauche et avec la droite. Or, on voit bien que ce dépassement aujourd'hui est une forme de grand rétrécissement, puisqu'il n'a ni la gauche ni la droite aujourd'hui avec lui. C'est toute sa difficulté. Et j'ajoute qu'il a en fait une faiblesse supplémentaire. Il me semble qu'avec cette crise, on a pour partie la fin du fan club. La Macronie, il y avait une dimension fan club depuis le départ. Il reste un petit socle. C'était le meilleur d'entre nous, sauf que ce socle s'effrite. L'usage même du 49.3 a été vécu par la moitié de ses sympathisants comme une très mauvaise décision. Et on voit bien que dans la tonalité des discours, alors en off à ce stade, chez un certain nombre de ses soutiens, on doute en réalité. On doute de la capacité que le président peut avoir à continuer à gouverner dans de bonnes conditions. Donc cette dimension-là, après les Gilets jaunes, son socle s'était resserré et consolidé. Après cette crise précisément, les choses sont très différentes. Donc la fragilité est là et bien là. Après cette crise, dites-vous, cette crise qui perdure, et on en aura sans doute un climax, comme on dit, pardonnez-moi le terme anglais, le 1er mai prochain, à l'occasion des défilés du 1er mai. Merci Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, merci Mathieu Souquier. Je rappelle la publication de votre livre paru l'an dernier, La flambée populiste, c'est bien ça, publié chez Plon. Après le journal de 9h, Culture Média, avec Philippe Vandel, et l'info continue sur Europe 1. Oui, bien sûr. 18h Punchline avec Laurence Ferrari, et puis Europe 1 midi avec Romain Desarbres. C'est de midi à 13h. Vous pouvez réagir, participer, témoigner, poser vos questions. Ça se passe au 39 21 dès maintenant. Excellente journée sur Europe 1. À demain. Europe 1.